L'Actuel Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Masque, c'est le thème du nouveau numéro de la revue 303, la revue culturelle des Pays de la Loire parue le mois dernier. Vous en êtes l'auteur invité, Eva Proutot, bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc notre invité aujourd'hui. Vous êtes critique d'art et conférencière et vous vous êtes intéressé, vous et chacun des auteurs et autrices qui ont collaboré à ce numéro, au masque plébiscité, écrivez-vous dans votre éditorial pendant la Grèce antique, des objets d'art, des instruments d'audace, jusque plus récemment attributs indissociable de la pandémie. L'idée, c'était justement de creuser au-delà de l'usage qu'on en fait aujourd'hui, majoritairement à savoir un usage sanitaire, et de ce à quoi ils font référence, d'aller creuser un petit peu ce qui se cache derrière cet objet. Alors oui, ça correspond assez bien à la charte, entre guillemets, de la revue 303, à savoir de déployer toutes les facettes, autant de facettes possibles d'un même sujet, d'un même objet. Et en l'occurrence, pour le masque, autant sa facette médicale, professionnelle, que sa facette festive, que sa facette politique également, ou que sa facette peut-être un peu moins connue, comme les usages mortuaires, funéraires, que décrit l'auteur Florian Stadler. Exactement. Alors, on a des articles, effectivement, vous le mentionnez, sur les masques mortuaires, sur les masques de carnaval. Vous y signez 2 articles dans ce nouveau numéro. On va y revenir. Un premier sur la maison Peignon à Nantes. Peignon, mère et fils, puis dynastie, vous dites, costumière, qui perdura jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, on va dire. Une fabrique à masques, en quelque sorte. Pourquoi est-ce que vous êtes, vous, intéressé particulièrement à cette maison Peignon ? Alors, c'est une histoire qui m'était parvenue il y a déjà une vingtaine d'années. Mais cette maison Peignon, elle était très très connue à Nantes, fut un temps, pour ses costumes. Mais la revue 303 avait déjà, sous la plume de Philippe Hervouette, fait un petit article sur une partie de la collection Peignon, aujourd'hui donc disséminée, qui sont ce qu'on appelle les cartonnages, des masques peints, qui sont des masques en papier mâché. Et je pensais, enfin c'était un peu des rumeurs, mais que eux aussi avaient été vendus. Et puis j'ai appris qu'en fait, ils ne l'avaient pas été et qu'ils étaient même tout près de chez vous, là, puisque la maison Peignon n'a pas bougé depuis le milieu du 19e siècle. J'ai rencontré les héritiers de cette histoire et puis ils m'ont invité à découvrir 3 pièces magnifiques, pleines de masques. Incroyablement frais d'un point de vue chromatique, très bien conservé. Et voilà, ça a débuté cette aventure pour retracer l'histoire et plus, de mon point de vue, une histoire... j'ai voulu accentuer le côté féminin, parce que c'est une dynastie de femmes, principalement, qui a maintenu cette activité jusque donc à l'orée des années 2000, où là, le paysage avait un peu trop changé et que la maison ne pouvait plus se maintenir à flot. Et c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, vous déroulez le fil un petit peu de cette histoire et de cette famille. Vous mentionniez les femmes, il y a aussi le fils, Eugène, qui a beaucoup contribué. Et vous dites que les masques qui sortaient de cette maison, ils traduisaient aussi un petit peu une époque, et c'est ce qui ressort dans plusieurs articles, que ce soit en caricaturant des hommes politiques ou en mettant en avant des climats sociaux aussi. C'est ça le rôle du masque ? Alors oui, ça apparaît en différents textes du dossier. En fait, à l'époque de Eugène Peignon, donc le fils de Marie-Françoise, qui est la fondatrice de cette maison, fin 19e, donc le masque politique commence à jouer un grand rôle dans les carnavals, notamment. Lui a étudié les beaux-arts à Paris, il a une formation de sculpteur et c'est lui qui va commencer à faire ses cartonnages. Et il suit la mode de l'époque, notamment avec des caricaturistes comme Daumier. Donc on a des visages qui sont travaillés un petit peu dans l'exagération de tous les reliefs. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir qu'en fonction de la peinture qu'il choisit, parce qu'ils sont peints à la main et chacun est différent, et bien avec un même moule de visage, on peut avoir des personnalités très différentes. Ils ont des titres, alors il y a des bourgeois, des anglais, en fonction des pommettes saillantes, des oreilles, etc. On définit différents types.
Vous parlez de politique, il en est aussi question dans le second article que vous signez aussi dans ce numéro de la revue, qui est lui consacré à 2 femmes artistes, lesbiennes, résistantes, Claude Quin et Marcelle Moore, qui sont 2 Nantaises, de leur vrai nom Lucie Schwob et Suzanne Malherbe. Elles aussi, elles ont fait du masque un outil de travail, et puis derrière ça, il y a toute une symbolique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le masque réel et puis le masque caché un petit peu ? Alors, elles m'intéressaient beaucoup, parce qu'elles ont un travail artistique qui est remarquable, dans le sillage du surréalisme, puisqu'elles se rencontrent au tout début du XXe siècle à Nantes, et puis elles vont vite partir à Paris, fréquenter les milieux surréalistes. Et Claude Quin va poser beaucoup avec des masques qui sont pour elle des leviers de changement d'identité. Elle se disait neutre. Et puis Marcelle Moore la photographie, mais travaille énormément aussi à des collages, des mises en scène. Et donc on a cette omniprésence du masque dans leur travail, mais qui rime aussi avec une obligation tacite de se masquer en tant que lesbienne et artiste. Et puis la guerre arrive. Elles sont obligées de partir. La diaspora surréaliste va s'éclater. Et elles partent sur l'île de Jersey. Et là, je parle d'un second temps de leur existence où le masque est un masque, pour moi, que j'appelle de dissolution. Où, pour être résistantes à Jersey, elles doivent quitter tous leurs vêtements un peu extravagants. Claude Quin se teignait les cheveux à Paris, en rose, en bleu, etc. Tout ça va disparaître, elles vont se transformer en 2 dames complètement incognito sur l'île de Jersey et commencer des actions qui sont pour moi des actions remarquables aussi en termes de créativité artistique pour résister à la présence allemande sur l'île. Donc on a ces différentes facettes du masque qui, là en l'occurrence, sont interprétées dans la même vie, dans la même existence. Et c'est assez passionnant comme récit. Voilà ce qu'on peut entre autres retrouver dans ce numéro. Vous le disiez, on nommait pas les fonctions médicales professionnelles aussi du masque. On peut retrouver des articles sur les travailleurs masqués, sur également les gueules cassées après la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est foisonnant et c'est donc à retrouver dans ce nouveau numéro de la revue 303 dédié donc au masque qui est paru le mois dernier. Merci beaucoup Eva Proutot. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.